contre, il est donc adopté. Nous en venons à l'article 15, amendement de suppression de l'article. Monsieur Vico, le 45. Oui, Monsieur le Président, là aussi, évidemment que s'accrocher derrière un bus est dangereux, prohibé, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités plutôt que d'installer une peine de 6 mois de prison, 3 750 € d'amende. Je rappelle que la Commission des lois du Sénat a prévu d'instituer pour ce genre de fait une AFD de 300 €. Et par ailleurs, la question comment dire, de la sensibilisation des jeunes pourrait être aussi une solution. Pourquoi instituer de nouveau 6 mois de prison, 3 750 € d'amende? Il y a d'autres solutions, donc je propose de supprimer cet article. Merci. Le 73 n'est pas défendu. Le 137, Madame Martin. Oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est avant tout dangereux. C'est une pratique tendanciellement plutôt des jeunes gens. Et c'est avant tout dangereux. Donc ça n'est pas de cette manière-là qu'on pourra effectivement éviter ces comportements qui peuvent se terminer très mal. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, alors j'aurai un avis défavorable sur cet amendement que nous avions déjà discuté d'ailleurs en commission des lois à plusieurs reprises sur d'autres textes qui avaient déjà été adoptés par ailleurs, mais jugés cavaliers quand il avait été adopté sur d'autres textes, sur un phénomène nouveau qui s'est amplifié ces dernières années de trend surfing, notamment que l'on peut observer de manière tout de même assez régulière du côté de Bir Hakeim par exemple. Donc il n'y a pas que les bus, il y a aussi les métros. L'objectif est de se prendre en photo en montant sur un métro, un phénomène très dangereux où les personnes mettent en péril leur vie. D'ailleurs, ça a donné lieu à un accident malheureusement mortel qui a eu lieu en 2017. Ce phénomène se développe. Les exploitants ont recensé 177 événements en 2022, 118 en 2021, 106 en 2020, 218 en 2019, 350 en 2018, 385 en 2017. Bien entendu, Monsieur Vico, Madame Martin, les opérateurs ont déployé et déploient des campagnes de sensibilisation déjà, mais le phénomène perdure. D'où, à un moment donné, la nécessité peut-être d'aller plus loin que cette campagne d'information. Alors, Monsieur Vico, Madame Martin, est-ce que vous retirez devant ces arguments de poids ces amendements de suppression? Non, je peux le comprendre, mais je les soumets aux voix. Donc vous encouragez? Je les soumets aux voix par conséquent. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons au 162, Monsieur le rapporteur. C'est un rédactionnel. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ainsi que le 165 rédactionnel. Oui. Le 109, pardon, Monsieur Jaft. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, par cet amendement, je vous propose de rendre l'article 1633-5 du Code des transports plus dissuasif. En effet, l'article 15 ajoute un chapitre au Code des transports afin de combler le vide juridique concernant les utilisations détournées des véhicules de transport public de personnes. Le rapporteur vient de l'évoquer, donc le bus surfing et le train surfing. Ces comportements dangereux et nuisibles seraient désormais délictualisés par ce nouveau chapitre. Ils seraient passibles d'une amende de 3 750 €. Cependant, il serait aussi possible, même en cas de récidive, de s'acquitter d'une amende forfaitaire entre 250 et 600 €. Si le règlement d'une amende forfaitaire permet de sanctionner rapidement les délinquants et de leur accorder une seconde chance, il ne serait pas logique ni dissuasif de permettre aux récidivistes d'échapper au règlement de l'amende initiale. C'est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer les mots « y compris en » par les mots « hors » pour les cas de récidive à l'alinéa 6 de l'article 15 afin d'exclure ces récidivistes de l'amende forfaitaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour les mêmes raisons que sur l'article 14, avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement 109 avec avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Votre amendement 164, Monsieur le rapporteur. L'amendement qui vient préciser la liste des agents pouvant constater le délit de transport de train surfing. Je le mets aux voix. Qui est pour l'amendement du rapporteur? Qui est contre? Il est adopté. J'en viens par conséquent au vote sur l'ensemble de l'article 15 ainsi modifié. Qui est pour l'article 15? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 16 des amendements de suppression.
Monsieur le rapporteur. En cohérence avec la suppression de l'article 13, je vous propose la suppression de l'article 16. Merci, monsieur Vico. Pardonnez-moi, monsieur Vico. Je suis entièrement d'accord avec monsieur le rapporteur. Très bien, madame Martin, vous êtes d'accord? Ça me paraît très sage. C'est parfait. Le 208 n'est pas défendu. Monsieur Corr, vous êtes d'accord? Également. Monsieur Houllier n'est pas là. N'est pas soutenu, n'est pas défendu. Nous en venons par conséquent au vote de ces amendements de suppression à l'article 15. Qui est pour ces amendements de suppression de l'article 16, pardonnez-moi? Qui est contre? Ils sont adoptés. Je vous remercie. Nous en venons à l'article 17, avec une série d'amendements de suppression. Monsieur Porte, le 152. Ou Madame Martin, comme vous le souhaitez. Bon, il s'agit, lorsque une personne a perdu son permis de conduire, de solliciter l'employeur pour qu'il soit effectivement au courant. Bon, on comprend bien évidemment l'intention, mais ça relève quand même d'une violation assez majeure de la vie privée. De surcroît, un magistrat, bien souvent, lorsqu'il... Enfin, ça dépend des circonstances, hein, naturellement. Mais il y a un certain nombre de situations où, même si le permis est retiré, dans le cadre professionnel, il est maintenu. Bon, en fonction des raisons pour lesquelles cette personne s'est vue retirer son permis de conduire, pour autant, il peut être maintenu dans le cadre professionnel. Donc, cette transmission directe me paraît tout de même poser problème. Merci. Le 203 n'est pas défendu. J'en viens par conséquent à votre avis, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Avis défavorable du rapporteur. Je soumets par conséquent... Alors, monsieur le rapporteur, vous voulez apporter une précision à Elisa Martin qui vous demande la demande des opérateurs de savoir si la personne a le permis de conduire ou pas. Je le trouve, cette demande vraiment de bon sens. En demandant la suppression, et tel que c'est rédigé, qu'on puisse discuter par exemple de l'opérabilité et comment on met en place ce dispositif. Mais vous venez contester le fait que les opérateurs puissent s'interroger sur le fait de savoir si leurs conducteurs ont le permis de conduire ou s'ils ont été retirés. Non, c'est l'impact sur la vie privée que je soulève. Et le fait que des choses soient transmises dans... Alors, il y a la question de comment on transmet, ça c'est un vrai sujet évidemment. Donc c'est toujours la même affaire, quoi. C'est cet équilibre subtil à trouver, en l'occurrence, entre les droits, le respect à la vie privée et le fait d'établir un certain nombre de sanctions. C'est ça que je dis. D'accord. Il est toujours préférable, madame la députée, de demander la parole avant de la prendre. Monsieur le rapporteur. Et moi, je tiens à ce que le conducteur ait le permis de conduire. Voilà. Très bien. Madame Berger, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je suis quand même très étonnée qu'on cherche à supprimer cet article, quand même un article de bon sens, qui fait que quand je monte dans un bus, ça me rassure quand même de savoir que le conducteur a son permis. Et je trouve ça assez logique que la société organisatrice de transport le sache si jamais à un moment il venait à perdre son permis. Donc on s'oppose à ça. En termes de sécurité des personnes, me paraît quand même assez étonnant et qu'on se range derrière l'argument de la préservation de la vie privée des conducteurs qui seraient de facto en infraction, me paraît quand même à la fois très révélateur de ceux qui proposent ça, mais quand même très étonnant pour la sécurité des usagers. Merci. Donc, je mets aux voix ces amendements, cet amendement de suppression 152, avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour cet amendement de suppression? Qui est contre? Il est rejeté. Je note que plus personne n'a voté pour cet amendement de suppression. Je mets l'article 17 aux voix. Qui est pour l'article 17? Pour l'article 17. Qui est contre? Il est adopté. À l'article 18, nous avons une série d'amendements de suppression. Le 74 n'est pas défendu. Le 154, Madame Martin. Ou Monsieur Porte. Alors là, c'est... comment dire ? C'est le fait de faire sauter l'agrément qui nous paraît nécessaire pour la fouille des sacs et des bagages et des objets transportés. Moi, je comprends bien que pour des raisons de sécurité, on ouvre les vannes, qui a la palpation, on ne comprend pas très bien sur quelle base, qui a la fouille, qui a l'ouverture des bagages, là aussi, sur des bases qui sont quand même très
très fragile, mais pour autant, on doit quand même, là aussi, se préoccuper du respect de la vie privée, de ne pas favoriser des actes qui soient trop intrusifs. Voilà les raisons pour lesquelles on Bien, souhaite, monsieur le on souhaite rapporteur. retirer cet amendement. Oui, ce sera un avis défavorable. Passons un petit et court instant sur la sûreté aéroportuaire. Pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, les agents sont soumis à certaines procédures distinctes et cumulatives d'agrément donnant lieu à enquête administrative, l'autorisation préalable d'entrée en formation, la carte professionnelle, délivrée pour une durée de 5 ans, l'habilitation préfectorale pour une durée de 3 ans maximum, avec criblage semestriel par le service national des enquêtes administratives de sécurité, l'agrément du préfet et du procureur de la République délivré pour une durée de 5 ans. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une profession très contrôlée, avec une accumulation d'enquêtes au fil du temps. Et donc l'article 18 supprime l'agrément du préfet et du procureur de la République délivré pour une durée de 5 ans pour la réalisation des opérations, tout simplement parce que le contrôle des antécédents apparaît aujourd'hui satisfaisant et cet agrément apparaît redondant avec les autres criblages semestriels qui sont mis en place et qui demeurent bien entendu aussi avis défavorable. Monsieur Roncoul. Merci Monsieur le Président. Effectivement, je pense qu'il faut actualiser la loi qui, à l'époque, l'agrément préfectoral se justifiait parce que les préfets étaient compétents pour délivrer les cartes professionnelles dans le domaine de la sécurité privée. Aujourd'hui, on a le CNAPS qui fait cette enquête de moralité, qui contrôle les casiers et les antécédents judiciaires. Donc c'est simplement, je pense, une actualisation, une mise à jour de la loi pour être plus performant et plus efficace. Donc ce contrôle de moralité est déjà fait et même plus pointilleux qu'à l'époque. Donc ça se justifie. Je mets aux voix cet amendement 154 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à votre amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix par conséquent l'article 18 dans sa totalité ainsi modifié. Qui est pour l'article 18? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons au 18 bis avec un amendement de suppression porté par Monsieur Porte ou Madame Martin, le 156. Madame Alors Martin. là, c'est plutôt relatif à la manipulation d'un certain nombre de fichiers. Là aussi, en apparence, on va se dire oui, mais tout de même, il n'est pas illogique que les employeurs aient accès à un certain nombre de fichiers judiciaires qui, bon, de surcroît, je me permets de le glisser, sont quand même pas toujours très fiables ni toujours très à jour. La difficulté, c'est que ce fichier eh bien, regroupe beaucoup d'éléments qui relèvent vraiment de l'identité propre de la personne. Et il nous apparaît que là aussi, c'est tout à fait disproportionné. Qu'il y ait un contrôle, oui, mais là aussi, il faudrait imaginer la forme qu'il pourrait prendre, peut-être en passant par un autre opérateur qui filtrerait un certain nombre de sujets, je ne sais. Mais en tout cas, cette façon de poser les choses et de rendre accessibles des fichiers qui recoupent beaucoup de données personnelles, mais là, au sens un peu banal du terme, nous pose problème. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement de suppression? Elisa, votre micro, décidément. Oui, un avis défavorable sur le fait de supprimer effectivement cet accès aux fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Quelques éléments. D'abord, l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale prévoit déjà un certain nombre d'acteurs publics qui peuvent être destinataires des informations contenues dans le FIJAIS dans le cadre de procédures de recrutement ou d'affectation. Donc, il semble de bon sens de permettre à nos opérateurs d'avoir accès à ces informations. Je suis d'accord pour considérer que la rédaction actuelle de l'article 18 bis peut apparaître trop floue. La notion d'entreprise de transport public de voyageurs étant large, cela conduirait à une extension de l'accès au FIJAIS que je ne souhaite pas aussi, étant donné que les autorités organisatrices sont déjà couvertes via les présidents d'exécutifs locaux. J'ai proposé un amendement limitant l'extension à la seule SNCF qui viendra dans la suite de la discussion. Je comprends par ailleurs, je vous le dis, chers collègues, que le gouvernement travaille à un dispositif de fiabilisation du contrôle en harmonisation avec la proposition de loi de Madame Mercier au Sénat. J'ai demandé au gouvernement de tenir son engagement et de nous présenter cet amendement en séance. Aussi, avis défavorable sur
cet amendement de suppression. Merci. Nous avons plusieurs inscrits. Monsieur Guiton, d'abord. Monsieur Guiton, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'en suis à me demander, après l'étude de ces amendements de la gauche, si leur conducteur de bus idéal, c'est pas celui qui est un auteur d'infraction sexuelle et qui s'est fait sauter le permis de conduire, hein, parce qu'à chaque fois, vous protégez toujours les mêmes, les infractions. Dès qu'on vous propose de protéger un petit peu les personnes et les usagers du service public, vous le refusez. Vous justifiez quand même dans votre amendement atteinte aux droits et libertés de la vie privée. Mais moi, je me demande si les atteintes aux droits et de la liberté, lorsque on veut laisser potentiellement un conducteur de bus qui n'a pas de permis de conduire ou un auteur de violeur d'infraction sexuelle conduire un bus, je me demande si les droits et libertés ne sont pas justement mal assurés par ces dispositifs que vous voulez, vous, la gauche, faire sauter. Donc il me semble que depuis tout à l'heure, on apprend voilà, que dès qu'il est question de protéger une partie de la population française, des usagers du service public et même les mineurs sur l'amendement d'avant, la gauche est absente et n'est jamais au rendez-vous. Madame Berger. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. En fait, soit il y a un dérouleur automatique côté LFI qui fait que par principe, il y a des amendements de suppression sur chaque article. Donc finalement, on en vient à pas vraiment lire l'amendement tel qu'il a été écrit et proposé. Mais parce qu'en fait, il suffit de le lire pour être assez scandalisé, de se dire qu'il y a des députés qui considèrent donc que ce serait normal de ne pas savoir qu'il y a des personnes qui pourraient être recrutées alors qu'elles sont inscrites, je cite, au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et qui pourraient être conducteurs de transport, notamment des transports de mineurs. Les transports de mineurs. Enfin, quel parent ou quel citoyen responsable se dit qu'il serait légitime qu'on puisse recruter quelqu'un qui a été condamné pour de telles infractions et qu'il est légitime à pouvoir conduire et donc assurer quand même le transport et la sécurité, notamment de nos enfants. Donc j'ose espérer que la simple lecture de cela vous fera renoncer à cet amendement et que vous considérerez tout simplement que ça n'a pas lieu d'être d'avoir une telle proposition et qu'on puisse penser quand même que la raison puisse revenir dans cette commission. Il me semble que Mme Martin veut vous répondre, Mme Martin. Je suis désolée, hein. Mais à l'instant, Monsieur le rapporteur a bien précisé qu'effectivement, il y avait un problème de droit dans cet amendement et qu'à cette étape, cela ne pouvait concerner que la SNCF. D'accord. Alors, je soumets par conséquent aux voix cet amendement de suppression de l'article 18 bis proposé par Madame Martin. Qui est pour cet amendement de suppression? Personne. Qui est contre? Presque tout le monde. Il est donc rejeté. Alors, Monsieur Gouffier-Valente, Monsieur le rapporteur, le 170, oui, s'il vous plaît. C'était l'amendement de précision que je vous présentais il y a quelques instants pour réintroduire, bien entendu, la SNCF dans la possibilité d'accéder à ce fichier dans les cadres des procédures de recrutement. Je vous remercie. Je vais donc soumettre aux voix cet amendement 170. Monsieur Rancoul, vous êtes vraiment in extremis. Oui, écoutez, pour le coup, je trouve ça très restrictif de le limiter à la SNCF. Pourquoi on limite à la SNCF et pas à la RATP? Pourquoi les compagnies de cars scolaires dans nos départements ne seraient pas concernées? Pour le coup, je trouve ça très restrictif. Alors, monsieur le rapporteur, la RATP l'a déjà. Et donc, c'est la SNCF qui a été exclue de la rédaction pour le moment et que j'aurais introduit. Très bien. Je soumets aux voix cet amendement 170 de monsieur le rapporteur. Et vous l'avez via les exécutifs locaux, pareil. Madame Roux, vous vouliez vous exprimer? Ma question, c'était justement sur les transports scolaires, parce que là, il y a un lien direct avec le dernier enfant dans un car. Hein. Monsieur le rapporteur. Alors, vous les avez, ils sont prévus via les exécutifs locaux qui ont accès à ce fichier. La RATP l'avait dans la rédaction du Sénat, la SNCF n'était pas introduite dedans. Et donc, on rajoute la SNCF, bien entendu, dans la possibilité, dans la liste des autorités ayant accès à ce fichier pour recruter. Est-ce que tout est clair pour tout le monde de façon à ce que je puisse mettre cet amendement aux voix? Oui. Qui est pour ce 170 du rapporteur? Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. C'est une rédaction globale. Nous ne votons pas sur le 18 bis par conséquent. L'article 19 désormais, amendement de suppression de l'article proposé par Monsieur Vico. Monsieur Vico, je vous en prie. Oui, c'est le 47. Hein. C'est le 47. Oui, pardon, Monsieur le Président.
Oui, alors là aussi, il y a un problème de transmission de données personnelles qui est proposé par cet article, que nous proposons de supprimer, non pas par Madame Berger, non pas par obsession de la suppression d'articles, mais là, à un moment donné, on permet la communication par l'administration de données fiscales et sociales à des agents qui sont les agents de la SUGE. Donc là, il nous semble que la transmission de telles données devrait être réservée à la puissance publique, et il y a un risque d'atteinte évident au respect de la vie privée des personnes. Donc là aussi, ça nous paraît un peu léger d'autoriser ce genre de transmission de telles informations aux agents des services de transport. Je vous remercie. Le 75 n'est pas défendu. Le 160, Madame Martin. Merci. Il est évident qu'on ne peut pas accepter que des agents non habilités, non assermentés, puissent, même par l'intermédiaire d'un agent des finances publiques, avoir accès à ce type de données. Par ailleurs, puisque tout le monde consulte tout le monde et fait des visites de terrain, je ne sais pas ce qu'en pensent les agents des finances publiques qui sont déjà totalement débordés, tant ils ont vu des postes supprimés, suppression de postes d'ailleurs qui va continuer. Je pense qu'il vaut mieux préserver les trésoreries, préserver leur capacité de contrôle, préserver leur participation à la lutte contre la délinquance en col blanc, plutôt que de les mettre derrière un téléphone et de donner des éléments qui ne peuvent pas être transmis de cette façon-là. Votre avis, monsieur le rapporteur. Madame Martin. Votre micro, Madame Martin. Oui, je vais prendre quelques minutes sur un sujet majeur et d'abord commencer par saluer les travaux tout de même de messieurs Savary et Leroux qui avaient introduit ce sujet dans la loi de 2016 avec un dispositif qui depuis est en attente de mise en œuvre. Alors le décret a dû sortir et puis on a besoin également de cet article 19 pour le mettre en place et notamment pour permettre aux agents de vérifier si l'adresse est bonne ou pas sur celle qui leur est communiquée, sachant qu'ils ont juste l'information comme quoi l'adresse est bonne ou pas, par confrontation avec les informations fiscales, mais ils n'ont pas les données, on va dire, privées directement. Je profite de ces amendements de suppression pour évoquer le recouvrement des contraventions dressées pour infraction de règles applicables dans les transports, qui est extrêmement faible, de l'ordre de moins de 10% sur l'ensemble du pays. Je rappelle que ces chiffres pour 2022 transmis par la DGITM sont particulièrement éclairants et je pense qu'il est important que nous les ayons tous dans le cadre de nos échanges et avant la séance. Pour la SNCF, sur 2,2 millions de PV dressés, représentant un montant de 254 millions d'euros, 20,7 millions d'euros ont été recouvrés dans les délais légaux. Cela représente 8,1% de recouvrement. Pour la RATP, la fraude représente une perte de recettes annuelle de 171 millions d'euros. Le taux de recouvrement atteint 8,5% de la totalité des procès-verbaux émis, soit 2,6 millions d'euros. Pour la Régie des transports métropolitains, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le taux de recouvrement est de 5,7% pour un montant total de PV dressé de 7,41 millions d'euros, soit un peu plus de 420 000 euros. La fiabilisation des adresses indiquées par les contrevenants est un sujet majeur. 50% des adresses indiquées sur les PV dressés sur le réseau SNCF Voyageurs sont erronées, ce qui nous donne en Ile-de-France un célèbre Mickey Mouse résidant à Marne-la-Vallée, donné de manière assez régulière, par exemple, sans qu'il y ait possibilité de contrôle. Présentation, et vous revenir un peu sur l'article 19 qui modifie l'article L2241-1 du Code des transports, qui est introduit par la loi Leroux-Savary de 2016. Afin de fiabiliser les identités des adresses des contrevenants en cas de contravention, il permet aux agents de l'exploitant du service de transport chargé du recouvrement d'obtenir communication auprès des administrations publiques ou des organismes de sécurité sociale, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et de l'adresse de leur domicile. Et ces renseignements ne peuvent être utilisés que dans le cas des transactions permettant d'éteindre l'action publique. Des mesures qui, je vous le dis, à mon sens, paraissent indispensables pour lutter contre ce qui est un fléau, qui, je le mettais en perspective tout à l'heure, représente sur l'ensemble près de 700 à 800 millions d'euros de pertes pour les opérateurs, équivalent aux efforts budgétaires que nous demandons sur notre ministère des Transports en matière d'infrastructure pour cette année. Par ailleurs, en plus, sur ce que fait cet article 19, les agents chargés du recouvrement qui interviennent a posteriori, l'article propose d'étendre l'accès à ces données, premièrement aux agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou aux agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant, c'est-à-dire les contrôleurs. Deuxièmement, aux agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome, le GPSR, la SUGE
et le GPSR. Les modifications proposées par l'article permettraient donc un accès en temps réel aux contrôleurs et aux agents de sûreté à ces données destinées à fiabiliser leurs procès-verbaux, et c'est une mesure qui est de nature à fiabiliser fortement les PV dressés et donc leur recouvrement. Et sans être plus loin, je pense donc qu'il est important de repousser ces amendements de suppression et de mettre le plus vite possible en œuvre cet article. Je vous remercie. Monsieur Guiton. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, merci Monsieur le rapporteur pour vos explications. C'est vrai que je n'avais pas toutes les données sur la SNCF et la RATP. Il me semble qu'on a tous dans nos circonscriptions des villes avec des délégations de services publics de transport public. Moi, je pense à ma ville de Troyes et son agglomération, où on a un problème évidemment de recouvrement des amendes avec des individus qui fraudent et qui donnent des adresses inexactes. Alors cette loi, elle est perfectible, mais elle a au moins le mérite, et cet article 19, il a au moins le mérite d'exister. D'abord, de lutter contre la fraude, c'est quand même avoir une sorte d'équité devant le service public, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui, on le sait, payent chaque année leurs cotisations, leur abonnement dans des abonnements de transport public, et puis il y en a d'autres qui fraudent et dont les fraudes ne sont jamais recouvrées, ne sont jamais retrouvées, des individus qui donnent des mauvaises adresses. Donc il me semble que nous devons, nous législateurs, nous saisir de ce sujet et l'améliorer. Donc cet article 19, nous le voterons, donc nous voterons contre les amendements de suppression. Et puis ça peut aussi permettre, lorsqu'on entend les chiffres de monsieur le rapporteur, de résoudre certains petits problèmes quand même qui peuvent être importants dans les agglos de finances publiques pour financer le service public. Et ça permettra même, si on améliore la lutte contre la fraude et le recouvrement, d'améliorer en soi la fin du service public, puisqu'il y aura plus de budget d'investissement pour nos collectivités territoriales et souvent les opérateurs publics de transport. Donc il me semble que c'est important de maintenir, et encore une fois, on ne peut jamais compter sur la gauche pour lutter contre tout type de fraude. Merci. Je mets aux voix ces amendements 47 et 160 de suppression, mes chers collègues, on se calme, de suppression de l'article 19, qui est pour ces amendements de suppression. Alors, monsieur Jean-François Coulombe, je voudrais que nous puissions procéder au vote dans le calme. Je mets aux voix les amendements de suppression, qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Monsieur le rapporteur, vous avez un amendement 171. Un dernier amendement qui simplifie les dispositions permettant l'accès aux données fiscales pour fiabiliser les adresses et le recouvrement des amendes. Actuellement, un arrêté détermine le nombre maximal de personnes, de la personne morale unique, pouvant avoir accès aux données fiscales, et cet amendement propose de supprimer cette limite fixée par décret dans un souci de simplification et de facilitation des opérations de contrôle de nos opérateurs. Je le mets aux voix, qui est pour l'amendement du rapporteur, qui est contre. Il est adopté. Vous avez une série d'amendements rédactionnels pour terminer, monsieur le rapporteur. 2 amendements rédactionnels. Je mets aux voix le 173, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il en est ainsi du 172. Merci. Je mets aux voix l'article 19 ainsi modifié, qui est pour l'article 19, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative